Bonjour, bienvenue au module 2, gestion de trésorerie de Hub Brussels. La plupart des faillites trouvent leur origine dans un problème temporaire de trésorerie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Quels leviers sont disponibles dans la gestion de votre propre trésorerie? Et comment construire et utiliser un simple plan de trésorerie? Mon nom est Martin Van Unique. Vous voyez ici mes coordonnées. Une petite photo de la vallée de la mort aux États-Unis, souvent représentée comme la vallée que les startups doivent parcourir pour pouvoir, sur le chemin vers la réussite. Alors, avant de commencer, un rapide rappel du module 1, Pricing de Hub Brussels. Donc, dans la partie Pricing, on avait parlé des revenus, donc du prix, et comment cela impacte les revenus qui rentrent. Aujourd'hui, nous allons mettre ça face aux dépenses que vous avez et comment faire en sorte que vous ayez toujours suffisamment de revenus avec les différents financements que vous avez déjà de par vous-même pour pouvoir survivre la vallée de la mort. Souvenez-vous, dans le premier module, on a parlé de votre courbe de demande. Alors, je vais brièvement répéter. Donc, il s'agit de price points que vous tentez de définir. À 500 € à prix unitaire, nous avons 3 personnes qui seraient intéressées, à 350, 15, et de la suite. Si vous mettez ça dans un graphe, ça vous définit votre propre courbe de demande. Ce qui est intéressant dans la courbe de demande, c'est de définir votre chiffre d'affaires, qui est le prix fois la quantité. Donc, je reprends l'exemple de tout juste. Si on fait prix fois quantité, 500 fois 3, c'est 1500 €. 350 fois 15, c'est 5250 € et de la sorte. Et donc, quel prix unitaire devriez-vous choisir? Celui qui vous donne le chiffre d'affaires maximum. Donc, il s'agit ici de la ligne à 250 € fois 24, ça nous donne 6000 €. C'est le maximum des différentes options que nous avons. De nouveau, si on met ça dans un petit graphe, on verra que c'est le top de la courbe. Comment définir vos price points, donc c'est-à-dire comment définir les prix unitaires et les quantités que vous allez auxquelles vous allez pouvoir le vendre? Simplement par des enquêtes. Alors dans les enquêtes, vous avez 3 options. Question ouverte. Vous demandez aux participants combien seriez-vous prêt à débourser pour l'achat de ce produit. Question fermée. Ce produit coûtera 24 €. Seriez-vous prêt à l'acheter? Ça sera une réponse oui, non. Question semi-ouverte, c'est là où vous allez demander aux participants de cocher la case ou plusieurs cases. Ce produit vous est offert à 12 €, 20 €, 24 €, 25 €, 30 € ou 35 €. Cochez la case auquel vous pensez que le prix vous serez prêt à débourser pour acheter ce produit. Dans le premier module, on a aussi parlé de l'élasticité du prix et de la demande. Alors, sans tout répéter, je vais simplement indiquer de quoi il s'agit. Il s'agit du fait que si vous augmentez votre prix, donc dans ce cas-ci, on augmente de 40% notre prix parce qu'on va de 10 à 14, c'est une différence de 4. 4 € sur 10 €, c'est 40%. Donc, on augmente notre prix de 40% et on voit qu'on a une petite réduction de 9%. On va de 88 ventes à 80 ventes. Donc, ceci indique que vous pouvez y aller, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre prix sans grandes conséquences, ce qui est toujours intéressant à savoir. Alors, je réfère vers le module 1, il y a différentes théories. Est-ce que c'est un must-have, nice to have? Qu'est-ce que vous devez avoir comme caractéristique pour pouvoir être dans cette situation-ci? Donc là, je ne souhaite pas répéter tout ici, donc je réfère vers le module 1. Alors, on a aussi parlé d'un cadre de référence où on met un choix de 3 au client. Donc, même si on n'a qu'un produit, on va le diviser en 3. Donc, gold, silver, bronze, ou dans le cas ici, c'est good, better et best. Donc, le restaurant ici dit, ben, j'ai du vin rosé, il y en a qui est bon, il est à 6 €, il y en a qui est mieux, il est à 8 € le verre, et le best, il est à 10 €. Donc, il ne fait même pas l'effort de mettre le vin en question, mais il met simplement good, better, best. L'exemple que je vous avais donné aussi, c'était les subscriptions, les abonnements chez The Economist, où par le simple ajout de ce choix du milieu, ici, qui est exactement au même prix que le dernier choix, The Economist avait poussé toutes ses ventes vers ce troisième choix.
Et dans tout ce qui est prix, souvenez-vous, tout est une question de perception dans la tête du client. Ici, on a 15,99 € pour le drapeau français. On bascule ceci, ça devient un drapeau néerlandais, ça fait du 9,99 €. Alors, le module 2, ici, on va se focaliser plus sur l'aspect trésorerie. Alors, l'origine de la plupart des faillites en Belgique et dans le monde, c'est un problème temporaire de trésorerie. Quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. Alors, pour commencer, on n'a pas assez de cash, donc à un moment bien spécifique. Donc, on a lancé notre start-up, ça commence à rouler, mais on doit faire un gros investissement où on a un client qui ne paye pas, où on a un souci, où on a une personne qui quitte et on doit essayer de trouver quelqu'un d'autre. Peu importe, mais on a un problème à un moment où on n'a pas assez de cash. On doit payer un co-contractant, on doit payer un investissement, et au fait, on n'a pas assez de cash, d'argent qui est rentré de nos ventes. Et tout l'argent qu'on avait nous-mêmes est déjà dépensé. Parce que ça, c'est aussi une grande cause de soucis de trésorerie, c'est qu'on se lance avec 1 000 €, mais en fait, ou avec 2 000 €, avec 5 000 €, peu importe, mais ce n'est pas assez pour survivre donc la vallée de la mort, pour passer les premiers 3 mois, les premiers 6 mois. Une autre cause qu'on revoit souvent, c'est le fait qu'on a des factures impayées. Donc, on envoie des factures à nos clients, on est tout content, mais les clients ne les payent pas. Alors forcément, si vous avez un magasin, ce n'est pas d'application pour vous. Par contre, si vous offrez un service, vous offrez un produit un peu plus compliqué, dans un cadre en ligne ou quoi que ce soit, il se peut que vous allez envoyer des factures et que vous attendez ces factures, un paiement de ces factures en dehors les 15 jours, en dehors les 30 jours, et que vos clients ne payent pas. Dernière cause, c'est un problème essentiel de timing dans votre business model. C'est-à-dire que dans votre business model, vous avez défini un certain cycle que vous allez suivre et vous n'avez pas tenu compte d'un certain timing là-dedans. Je reviendrai là-dessus tout de suite. Alors, le cash qui ne rentre pas assez vite. Donc, le cash rentrant, c'est quoi? C'est le paiement de vos clients. Donc, ça c'est de base, bien entendu. C'est des subsides confirmés. Donc, vous avez fait une demande à la région de Bruxelles ou ailleurs et vous avez reçu l'autorisation de la subside. Donc, on vous l'a confirmé. Par contre, le virement même, donc le virement cash sur votre compte en banque, il traîne un peu. C'est toujours un peu embêtant. Alors, le cash entrant, c'est aussi des emprunts qui vous sont accordés. Donc, ça peut être des emprunts d'une banque, ça peut être du crowdlending, ça peut être d'un ami, de votre famille, peu importe. Mais donc, ça, c'est du cash rentrant. Alors, des investisseurs au sens large, si vous vous mettez à deux pour lancer la société, c'est bien entendu le but que l'autre personne mette aussi de l'argent au début pour pouvoir passer de nouveau la vallée de la mort. Donc, ça, c'est le cash rentrant. En cash sortant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons forcément les factures d'investissement. Donc, vous allez construire un produit, vous allez faire des biscuits, peu importe. Vous avez besoin d'un certain outil, vous avez besoin de certains investissements de matériel. Et donc, ça, forcément, celui qui vous fournit ce matériel, il souhaite quand même qu'il soit payé. Cash sortant, alors le récurrent classique, c'est le loyer, même en temps de Covid, hélas. Les factures de vos achats de marchandises, vous vendez le fromage bio que vous devez acheter quelque part, donc vous devez d'abord l'acheter, vous devez payer cette facture, et puis vous devez le vendre, et vous espérez que de le vendre rapidement, et que votre client paye aussi rapidement. Et alors, du cash sortant, dès que vous avez des employés, là, ça devient le salaire de vos employés avec toutes les charges sociales, le précompte en plus. Alors, quand ça va bien et que vous avez plus de ventes que d'achats, vous allez être que vous vendez uniquement en Belgique, vous allez être dans une situation aussi de dette face à la TVA. Donc, à un certain moment, tous les 3 mois, vous allez devoir rembourser cette dette à la TVA. Donc, la TVA sur vos ventes est plus grande que la TVA sur vos achats. La différence entre les deux, vous devez la payer au gouvernement. Alors, bien entendu, vous avez un problème si vous avez des factures impayées. Vous avez déjà envoyé la facture de vente avec le calcul de TVA là-dessus, les 21%. Par contre, le client ne vous a pas encore payé. Ça, pour l'administration de la TVA, ça ne joue pas. La TVA souhaite recevoir sa dette le 20 du mois suivant. Donc, faites bien attention dans ce cas-là. Aussi, si tout va bien, vous allez avoir à la fin de l'année un impôt sur votre profit.
Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes dans une situation de profit, pas de perte. Donc ça aussi, du cash sortant, c'est l'impôt que vous allez devoir payer là-dessus. Normalement, vers le mois de février-mars, sur l'année précédente. Alors, une remarque sur le salaire et spécifiquement sur le salaire de la gérante ou du gérant, c'est une question qui revient souvent, c'est combien en tant que start-up est-ce que je dois me prendre comme salaire? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des suggestions, à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, on peut se dire, je prends à 0 pour lancer le projet. C'est bon. Ma seule remarque ici, c'est qu'il faut que ça soit temporaire, que ce soit une procédure temporaire et que vous définissez quand même que ça va être sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, mais que vous mettez une date limite à ce 0. Notre option, c'est de prendre un minimum pour survivre donc à titre individuel. Donc, vous devez quand même payer encore vos tartines et vos propres frais individuels. Mais vous allez prendre simplement un minimum. Aussi là, essayez de le faire de façon temporaire. Troisième option, c'est de prendre 45 000 sur l'année. Alors, c'est simplement un montant qui est fiscalement intéressant. Et donc ça, alors là, vous permet d'avoir donc un impôt sur les sociétés en cas de profit, on s'entend, à taux réduit. Donc, différentes options. Ceci dit, faites donc bien attention ici pour le dernier parce qu'il y a certaines conditions à remplir. Donc, ce n'est pas uniquement les 45 000 sur l'année et il y a certaines conditions fiscales à remplir. Mais donc, vous avez différentes options. Vous pouvez aussi prendre un salaire de 5 000, de 8 000, de 10 000 euros, peu importe, c'est comme vous voulez. Mais donc, faites bien attention que ça ne coule pas votre projet, ne coule pas votre start-up. Il y a un article il y a longtemps, mais donc ici, le titre, c'était donc partir de l'idée que vous n'aurez pas de salaire les premiers mois. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve quand même chez beaucoup de startups. Alors, je reviens sur le cycle de votre business model. Donc, dans votre business model, vous avez, on commence ici dans le gris, donc vous achetez des fournitures, donc vous achetez ce dont vous avez besoin pour construire votre produit ou votre service. Vous prestez vos services ou vous vendez votre produit. C'est fini, vous envoyez la facture, le client paye sa facture et on recommence. Donc, le client passe commande, on achète les fournitures, on preste, on envoie la facture et le client paye sa facture. Donc, on est dans un cycle. Ici, c'est souvent un cycle B2B, comme il est représenté ici. Pourquoi? Parce qu'entre l'envoi de la facture et le paiement de la facture, il peut y avoir du temps. Si vous avez un magasin bio ou autre, c'est plus simple, le client paye au moment où il sort du magasin avec votre produit. Mais donc, vous pouvez avoir, si vous avez un cycle d'exploitation, vous pouvez avoir des soucis à de timing à chaque différente petite boule ici. Alors, comment résoudre une pénurie de cash? Alors, le crédit bancaire est un élément que certains startups ont en tête. Hélas, il est compliqué. Alors, sur le site de 1819, où vous trouvez beaucoup d'informations, vous allez voir les 10 principales raisons d'un refus de crédit bancaire que les banques nous donnent. Alors, je vais vite passer à travers les 10 des raisons. Il y en a plus importants que d'autres. Alors, on commence avec un manque de confiance envers vous, à titre personnel, ou un manque de confiance envers votre projet de start-up. Donc, vous ne vendez pas assez bien vous-même ni votre idée. Troisième raison, une capacité de remboursement insuffisante. Si une banque vous donne un emprunt, forcément, elle va voir que vous pouvez quand même rembourser ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Et donc, si elle commence à avoir des doutes sur cette capacité de remboursement, elle va vous refuser le crédit. Alors aussi, de temps en temps, il y a des risques excessifs. Vous demandez un gros montant et le projet, quand même, on n'est pas sûr s'il tient bien la route. 5e élément, objet non finançable. De quoi s'agit-il? La banque va vous donner des crédits bancaires pour certains éléments. Alors, je vais d'abord commencer par les éléments pour lesquels elle ne va pas vous donner un crédit bancaire la plupart du temps. Des frais de développement. Je dois développer mon logiciel, je vais demander de l'argent. Non, ça ne va pas marcher. Frais de marketing. Je dois faire connaître ma start-up. Non, ça ne va pas marcher. Des salaires. Je prends un emprunt pour payer mes salaires. Ça, à tous les coups, ça ne prendra pas. Ou pour refinancer des crédits existants. Vous avez un crédit à la banque A, vous souhaitez aller à la banque B, ça va être problématique de réaliser ce transfert parce que la banque B va refuser. Alors, qu'est-ce qui est finançable?
on arrive dans des investissements tangibles. Donc, vous achetez un équipement très sophistiqué, un élément de cuisine pour faire du pain bio, des biscuits ou quoi que ce soit. Là, la banque a quelque chose de tangible qu'elle peut toucher et qu'elle va aussi utiliser comme garantie. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, elle va pouvoir prendre cet équipement et le revendre sur le marché pour à peu près le montant de l'emprunt. Qu'est-ce qui est aussi finançable? Un besoin financier lié au cycle d'exploitation. Donc, si je reviens vers les plusieurs boules, là, le schéma avec les plusieurs boules, si vous indiquez clairement que vous avez besoin de préfinancement le temps que vous achetez le matériel, une fois que la commande est passée, le temps que vous faites vos prestations, la banque serait aussi prête à financer ce qu'on appelle des fonds de roulement. Un apport propre insuffisant est aussi une raison de refus. De quoi s'agit-il? La banque va vous dire, bon, ben, je suis prêt à mettre 15 000 si toi, tu mets 5 000. Si le start-up dit, ou la personne de start-up dit non, moi, je vais que mettre 500 €, c'est insuffisant pour la banque et donc ça ne va pas passer. Si tout ce qui est déséquilibre financier, si les montants sont vraiment trop exorbitants, ça ne passe pas non plus. Et alors, les garanties, donc, de temps en temps, la banque va se dire, ah oui, mais moi, je vais donner cet emprunt de 15 000 €, mais je souhaite quand même avoir des garanties. Alors, faites bien attention pour les garanties que si vous faites l'emprunt avec votre start-up, votre société ou votre ASBL, que les garanties soient aussi données par votre société ou votre ASBL. Alors, en ASBL, c'est un peu plus compliqué, mais en société, c'est responsabilité limitée. Donc, il n'y a aucune raison pour que la banque demande des garanties à vous, à titre personnel, ou au gérant à titre personnel. Finalement, des demandes non rentables. Donc, vous allez demander un emprunt pour quelque chose qui apparaît être non rentable à terme. Ça, la banque va refuser. Et alors, des autres éléments liés à la banque et son environnement. J'ai eu une start-up qui était dans le monde du cannabis, CBD. Ben, c'était quasiment impossible d'avoir un emprunt bancaire, ne fût-ce même que pour une camionnette. Donc, il y a des éléments qui sont propres liés à la banque ou son environnement qui peuvent mener à un refus de crédit bancaire. Alors, les leviers disponibles dans la gestion de votre trésorerie. Alors, on va commencer avec deux définitions. La trésorerie, c'est quoi? Donc, la trésorerie, c'est l'argent disponible sur le compte et en cash, donc sur votre compte bancaire, on s'entend. Mais une fois, donc, toutes les dettes payées, toutes les créances encaissées. Donc, c'est un moment bien spécifique. On a bien tenu compte de tout ce qu'on devait payer et de tout ce qu'on devait recevoir. Ça, c'est la trésorerie. Et le plan de trésorerie, c'est simplement la trésorerie, mais alors étudiée mois après mois, donc sur une plus longue période, et qui est basée sur l'activité de votre entreprise, en tenant compte, bien entendu, du moment où les paiements vont avoir lieu, aussi bien sortant que rentrant. Alors, comme j'ai expliqué, le plus intéressant, c'est de faire entrer le cash rapidement, le plus rapidement possible. Alors, si ça, c'est la ligne du temps, on a trois options. On a le paiement comptant, la barre bleue ici, où c'est la personne qui sort du magasin et paye à ce moment-là comptant. On a un monde B2B où on envoie la facture et la plupart du temps, elle est payée à 30 jours. Et on a aussi un monde où on travaille avec des acomptes, où là, c'est par exemple pour des projets en cours ou des longs projets, où chaque fois, on demande un acompte au client tout au début ou à certaines phases de la réalisation du projet. Donc, le but, c'est d'aller le plus possible, de recevoir le cash le plus rapidement possible. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut offrir des réductions, on peut offrir des abonnements. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Donc, une réduction sur un abonnement. Donc, vous avez un abonnement mensuel avec votre produit, mais vous allez offrir une réduction si votre client paye un abonnement annuel upfront, donc le premier jour de sa période. Donc, vous lui offrez 5% ou 10% de réduction. Que se passe-t-il? Il va payer dans le temps, il va payer ici, tout au début, au lieu de payer 1/12 tous les mois. Alors forcément, vous perdez 5% ou 10% de la réduction que vous lui donnez, mais au moins, vous avez tout le cash qui rentre ici. Donc ça, c'est pour le cash rentrant. Pour le cash sortant, le but là, c'est de ralentir ou de lisser les sorties de cash. Alors, ne plus payer vos fournisseurs, ce n'est pas génial, ce n'est pas idéal.
Les payer beaucoup trop tard, c'est non plus pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans des situations de conflit phénoménal. Par contre, vous pouvez demander un délai supplémentaire, pouvez demander de rallonger le délai de paiement, et donc en bonne entente avec votre fournisseur, vous allez le payer 15 jours plus tard ou 30 jours plus tard. Éventuellement, vous devez encore payer un petit intérêt là-dessus. Lisser les frais non récurrents. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de facture d'assurance. C'est souvent une facture annuelle et c'est inouï le nombre de startups qui payent cette facture annuelle tout bêtement le 1er janvier ou le 30 juin ou peu importe. Il n'y a aucune honte à demander à la société d'assurance de dire non, puis-je payer cette facture trimestriellement ou même mensuellement. Mensuellement, c'est un peu plus compliqué, mais trimestriel, c'est certainement possible chez beaucoup de sociétés d'assurance. Et donc, au lieu de payer tout le montant le 1er janvier, vous allez le lisser, vous allez payer tous les 3 mois. Éventuellement, de nouveau, il y a un petit surplus, mais ce n'est pas grave. Donc, l'assurance, c'est un exemple que vous pouvez lisser. Donc, vous allez avoir plusieurs décomptes trimestriels face à un décompte annuel. Alors, ce que vous pouvez aussi lisser, c'est les investissements. Donc, travailler avec des phases, ne pas tout investir le premier jour, mais tenter de phaser un peu les investissements. Et alors, pour lisser le cash sortant, vous avez aussi des produits bancaires qui, eux, permettent donc de prendre des emprunts pour, au moment où la société tournera bien, fera un bon profit, pour payer des acomptes sur les impôts et aussi pour prendre un emprunt pour payer des pécules de vacances ou les 13e mois. Alors, au lieu de payer le 13e mois donc d'un coup, vous allez prendre un emprunt à la banque et donc la banque va payer ce 13e mois à vos employés et vous allez rembourser la banque sur les 12 mois qui suivent. Donc, le cash sortant, dans ce cas-ci, va être pas tout au mois de décembre, mais par contre, vous allez payer un 12e à partir de janvier. Alors, d'un point de vue graphique, de quoi ça a l'air? Donc, ici, je commence par exemple avec 20 000 euros et j'ai un investissement de 6 000 euros. Donc, vous voyez la courbe bleue qui descend tout de suite et qui reste donc plate par la suite. Si les 6 000 euros, je les divise, je vais les payer en 6 fois 1 000 euros plus les 100 euros d'intérêt que je dois payer, vous voyez que j'ai lissé la courbe, ce qui permet d'avoir plus de cash pendant une beaucoup plus longue période. Alors, à la fin, on est un peu plus bas, parce qu'on est 100 euros plus bas, mais ce n'est pas grave, on a eu toute cette période où on avait du cash disponible pour faire autre chose. Alors, on va rechercher du cash supplémentaire de quelle façon? Alors, il y a différentes façons, bien entendu. Alors, les fonds propres, les emprunts, le crowdfunding ou crowdlending, ou bien des financements alternatifs. Des fonds propres supplémentaires, ça peut être vous. Donc, vous faites une augmentation de capital de votre société une fois que vous voyez que vous avez besoin de plus d'argent. Ça peut aussi être des autres. Alors, qui sont les autres? C'est des family, fools and friends qui sont fiscalement encouragés maintenant par le tax shelter et ce qu'on appelle les pré-pousses, de rentrer dans votre société comme actionnaire ou de vous donner un emprunt éventuellement. Et donc, seront fiscalement, ils vont bénéficier d'une réduction sur leur déclaration fiscale à eux en tant qu'individus. Dites-vous bien que les fonds propres, c'est des personnes qui rentrent dans votre société et qui deviennent donc des actionnaires. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir des investisseurs externes qui vont rentrer dans votre société. Dans certains cas aussi, il y a moyen d'avoir des subsides qui sont sous forme de fonds propres. Alors, le tax shelter, j'ai mis ici le petit lien parce que ça peut être intéressant pour convaincre votre family, fools and friends qui vous indique quel pourcentage de réduction ils vont avoir sur leurs impôts. Alors, les avantages et les désavantages d'aller chercher des fonds propres supplémentaires. Alors, il n'y a pas de remboursement à prévoir. Pourquoi? Parce que c'est de capital qu'on va risquer. Donc, c'est du capital que vous ou que d'autres personnes vont mettre dans la société. C'est un impact positif d'un point de vue comptable. Il n'y a pas de garantie supplémentaire à donner. Donc, la personne qui met du cash dans votre société devient actionnaire, mais vous ne devez pas donner de garantie.
Et alors, comme j'ai expliqué, donc, via le tax shelter, ça peut donner lieu à des réductions d'impôts pour les particuliers. Attention, ça ne vaut pas pour vous en tant que gérant ou gérante. Si vous mettez des fonds propres dans votre société, vous n'avez pas le droit à cette réduction via le tax shelter. Alors, des avantages, c'est forcément si vous devez mettre de l'argent supplémentaire, il faut le chercher quelque part de votre privé pour mettre dans la société. Alors, si vous travaillez avec des investisseurs externes, ça peut prendre un peu de temps pour réaliser ça. On peut compter jusqu'à 6 mois. Alors, il y a certains aspects fiscaux, mais ça va nous mener trop loin, qui jouent aussi, selon les conditions d'accroissement de capital, qui peuvent jouer. Alors, les fonds propres en subside, donc de quoi s'agit-il? Vous pouvez recevoir un versement de la part du gouvernement ou des instances gouvernementales sans contrepartie à effectuer, qui est simplement au bénéfice de votre entreprise. Alors, il s'agit de projets spécifiques, donc il faut que vous tombez dans le cadre de l'innovation, d'un projet d'export, d'un projet d'internationalisation à l'étranger. Alors, les conditions d'octroi sont édictées par l'organisme subsidiant, donc ça, là, il faut bien suivre les règles. Et alors, il y a différents organismes de financement, dépendant des régions. Il y a Bruxelles, il y a la Wallonie, il y a le fédéral, il y a la Vlaanderen. Donc, il y a différentes instances. Alors, vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez engager des sociétés qui chassent des primes. Donc, ce sont des chasseurs de primes qui se font uniquement rémunérer au cas où ils arrivent à trouver des subsides pour vous. Alors, on reprend les avantages et les désavantages en subsides. Alors, il y a des accompagnements possibles, comme c'est le cas ici avec Brussels. Alors, en aide publique, il n'y a pas de remboursement à prévoir. Alors, forcément, il faut respecter les conditions. Les désavantages, ça peut durer longtemps avant de l'avoir. C'est un peu une jungle. Il y a beaucoup de conditions variables. Le processus de décision est de temps en temps souvent complexe. Alors, le planning, là, dans la trésorerie, il y a certains subsides où elles vous ont offertes après avoir déboursé vous-même tout d'abord le paiement. Je m'explique. Donc, d'abord, vous versez 100 € pour payer un co-contractant. Vous avez une aide à la consultance qui va vous rembourser les 45 €. Mais pour avoir les 45 €, vous devez d'abord démontrer que vous avez bien payé les 100 €. Donc, au final, vous allez payer les 100 €, vous allez recevoir les 45 €, donc vous n'avez que déboursé 55 €, mais vous avez quand même déboursé les 100 € au début. Alors, à un certain moment aussi, les budgets, selon la période de l'année, peuvent être épuisés du côté des instances, donc ça, c'est un peu dommage. Comment augmenter son cash aussi, c'est par le biais d'emprunts. Alors, il y a différents emprunts, les emprunts classiques, crédit d'investissement, donc vous avez par la banque, si vous arrivez à passer donc les 10 conditions que j'ai nommées au début qui peuvent mener à un refus. Donc, vous avez un crédit d'investissement pour tout ce qui est un investissement en matériel. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, à 15 ans. Et donc, c'est la plupart du temps pour des plus gros montants et où l'investissement même est la garantie. Ça peut aussi valoir pour une voiture ou des choses comme ça. Vous avez une ligne de crédit, c'est-à-dire que vous pouvez aller en négatif. Donc, sur votre compte bancaire, vous pouvez aller jusqu'à moins 2500, moins 5000, moins 10 000. Attention, ça coûte cher. Vous pouvez avoir un straight loan où vous allez à la banque et vous dites, ben voilà, je veux 5 000 € à rembourser sur 3 mois, sur 6 mois. Ça s'appelle un straight loan. Vous avez aussi du factoring. C'est ce que certaines banques offrent maintenant, c'est-à-dire un service où ils reprennent vos postes ouverts de clients et par le biais d'un système de factoring, vous payez ça. Vous payez le montant ouvert, moins une certaine déduction, mais c'est un peu compliqué parce que donc, vos clients, finalement, vont devoir payer à la banque et non plus à vous. Et il y a certains aspects qui gèrent un peu, qui peuvent gérer des problèmes. Mais ça va nous mener trop loin. Alors, beaucoup de banques offrent aussi une offre de leasing. Alors, les emprunts non classiques, alors ça peut être des emprunts par la gérante ou le gérant. Donc, vous pouvez aussi mettre de l'argent vous-même en tant que gérant ou gérante dans votre société, mais pas comme fonds propres, mais comme emprunt, c'est-à-dire que la société va vous rembourser. Alors, si c'est moins qu'1 an, ça passe par ce qu'on appelle le compte courant. Mais ça peut aussi être un emprunt sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et donc, ça, c'est de l'argent que la société, à terme, va devoir vous repayer.
L'entourage Family, Fools and Friends peuvent aussi vous donner un emprunt. Donc, c'est de l'argent qu'ils vous donnent, non pas comme actionnaire, mais comme quelqu'un qui vous prête de l'argent. Et donc, c'est aussi de l'argent que vous devez rembourser. Alors, soit c'est tout officialisé devant le notaire, soit pas. Peut-être quand même tenter de documenter un peu la chose pour éviter des discussions. Et alors, vous avez le crowdlending, qui est un emprunt qui est fait par le crowd, par 100 personnes, 200 personnes, mais qui sont donc globalisées sur une plateforme de crowdlending ou crowdfunding. Le pourcentage là varie entre 4 et 10%. Alors, les emprunts, avantages et désavantages. L'avantage, c'est que vous avez des flexibilités du montant et de la durée. Vous pouvez définir un peu ce que vous avez besoin et sur combien vous pensez pouvoir le rembourser. On retombe en avantages fiscaux pour le tax shelter pour les family, fools and friends. Et donc, de la part de la société, les intérêts financiers sont déductibles. Alors, c'est ça d'un point de vue comptable. Les désavantages, c'est si la banque ou d'autres commencent à vous demander des garanties personnelles supplémentaires. Donc, on emprunte à la société, mais par contre, on demande à vous, à titre privé, si vous avez de l'immobilier ou quoi que ce soit, d'offrir une garantie personnelle. Alors, il y a un temps administratif et des modalités à suivre. Et alors, d'un point de vue comptable, du fait que ça n'augmente pas les fonds propres, mais ça augmente tout ce qui est dette, c'est un impact négatif sur le bilan. Le troisième élément, c'est le crowdfunding, crowdlending. Comme j'ai expliqué dans le premier module, vous avez 4 différents types. Alors, un, c'est le don. Ça, c'est le plus intéressant. C'est quelqu'un vous donne de l'argent. Et comme c'est indiqué, le contributeur qui vous donne de l'argent n'attend rien de retour. Ça, c'est toujours très intéressant. La récompense, alors là, le contributeur reçoit une récompense matérielle à définir ensemble. Donc ça peut être, souvent on voit des packages qui sont offerts. Hein. Donc si vous versez 100 euros, vous avez droit à ça. Si vous versez 200 euros, vous avez droit à ça. Donc ça, c'est la récompense. Le prêt, donc il vous donne un prêt. Donc là, on parle de crowd lending. Et l'investissement, où là, il devient carrément actionnaire. Donc ça, c'est les 4 différents types que vous avez. Prochaine façon d'augmenter votre cash, c'est les financements alternatifs. Alors, faire bien attention avec ceci. Donc, vous avez du stock. Vous pouvez vendre votre stock à des prix soldés, mais quand même garder de préférence comme une petite marge. Vous pouvez revendre du matériel. Donc, vous avez fait des investissements et vous avez du matériel que vous n'utilisez pas. Donc, vous pouvez le revendre s'il est non utilisé ou non essentiel. Alors, faire bien attention parce que, donc, en effet, ça a un avantage. Hein, on reçoit du cash, on fait rentrer du cash. Ça permet de faire un peu de place dans votre entreprise, aussi bien physiquement que mentalement. Par contre, ce n'est pas toujours possible. Et si vous commencez à vendre trop d'actifs, donc de matériel, ça peut mettre en danger la continuité de votre entreprise. Parce qu'au moment où ça va reprendre vos activités, vous allez vous retrouver avec le fait que vous n'avez pas assez de stock ou que vous n'avez pas assez de matériel, d'équipement pour réaliser les nouvelles demandes. Et sur d'un point de vue comptable, ça peut avoir un impact négatif. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a 2 choses que vous pouvez faire qui sont pratiques. Primo, c'est rallonger le délai de paiement chez votre fournisseur. Donc, on en a déjà parlé. Donc, les frais financiers, votre fournisseur va pouvoir vous demander 1, 2, 3, 4, 5%, peu importe. Si vous demande 2, 3, 4, 5%, ce n'est pas grave. L'avantage que vous avez, c'est que vous devez le payer plus tard. Cet avantage-là est beaucoup plus important que les quelques pourcentages qu'il va vous demander. Donc, les frais financiers sont relativement bon marché. Alors, en cas extrême, et vraiment en cas extrême, vous pouvez décider vous-même d'une façon unilatérale de ne pas les payer, mais donc c'est à déconseiller. Alors, le désavantage, forcément, c'est que chez certains fournisseurs, ça ne va pas marcher. Ils vont refuser du fait que vous n'êtes pas dans une position de négociation. C'est comme ça et vous devez payer. D'autres fournisseurs vont en profiter pour quand même, sachant que vous êtes en difficulté, ne pas mettre 1, 2, 3, 4 ou 5%, mais carrément, vous allez vous demander des intérêts phénoménaux, c'est-à-dire 5, 10, 30% pour faire un retard de paiement ou un délai de paiement de 2-3 mois. Et aussi l'impact sur la réputation de votre société, il faut en tenir compte et c'est un des avantages parce que vous allez apparaître comme une société en difficulté dans les yeux de certains. Tournons-nous du côté du client, donc raccourcir le délai des paiements des clients.
Alors là, l'avantage, c'est clair et net. On améliore rapidement la position cash de la société. Souvenez-vous du client qui paye son abonnement annuel au premier jour de sa période, au lieu de sur 12 mois. C'est un impact positif sur le bilan comptable. Des avantages, ce n'est pas toujours possible. Certains clients ou certains produits ne s'offrent pas à ce type de politique. Alors, dans certains clients, comme j'ai dit, donc des multinationales, gouvernements ou des instances gouvernementales, instances publiques, ça va être plutôt compliqué. Et de nouveau, il se peut que certains vont en profiter du fait que vous devez offrir vraiment une grosse réduction pour les pousser à vous payer rapidement. Alors, j'ai fait un petit exemple de ceci. Alors, ici, nous avons un cash de départ de 20 000 € à la première période. Nous avons un investissement de 6 000 € dans la deuxième période. Nous avons un achat de marchandises, supposons ici que ce soit un magasin, de 9 250 € dans la deuxième période. Nous avons le loyer à payer, donc 1 250 €, comme vous voyez, sur tous les mois. Et donc, la deuxième période, on part tout de suite avec 16 500 € à débourser. Alors, dites-vous qu'on commence avec 20 000 € cash de départ. On a donc la première période déjà 16 500 € à débourser, ce qui fait qu'il nous reste à la fin de la deuxième période que 3 500 € cash sur notre compte en banque. On commence à avoir des employés qu'on doit payer 7 000 € chaque mois. On a un paiement de notre client qui arrive ici que dans le 5e mois. C'est un exemple hypothétique ici, bien entendu. Et on a un achat de marchandises. De nouveau, on remplit nos stocks ici pour 8 250 €. On termine l'année avec tout ceci, dans ce contexte-ci, avec 4 000 € à la fin de la 7e période. Mais vous voyez ici qu'on a un grand trou, parce qu'on a les 20 000 € du départ, on doit payer 16 500, on doit payer les salaires ici, on arrive en négatif et on arrive à moins 13 000. Alors, dès que le client paye de 50 000 €, bien entendu, on est de nouveau bon et on termine à 4 000 €. Alors, si on met ça sur un petit graphique, on commence à 20 000 €, ça descend, et ici, on est avec un gros trou de 13 000 € pour de nouveau augmenter avec le paiement de 50 000 € du client, et on redescend. Et on termine à 4 000 € ici. Le problème, c'est ça. Ça, c'est la vallée de la mort. C'est la grande vallée que vous devez parcourir sur 2 mois où vous avez un grand trou de 13 000 €. Alors, beaucoup d'options se focalisent. Ah oui, mais je dois trouver 13 000 €. Je vais tenter de faire ceci, je vais tenter de faire cela, je vais tenter de faire ceci. Mais en fait, il y a des solutions assez simples. Si, par exemple, les investissements, vous allez les lisser sur les 7 périodes, c'est-à-dire vous allez commencer avec mettre, si c'est par exemple un magasin, les premières étagères, les étagères dans la vitrine, les étagères derrière, vous ne les mettez pas encore, et donc vous phasez l'investissement. Vous voyez qu'on met ici 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, et donc disons même qu'on doit payer un peu plus à la fin, 1 100 €, mais donc on n'a plus les 6 000 € ici directement. Le client qui vous payait 50 000 €, celui-là, on va lui demander des avances. Et on va lui demander de nous payer à force sur le temps, donc à force de la réalisation de notre projet. Et on est donc à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et donc simplement ces deux actions-là, donc demander des avances à votre client ou à vos clients et investir dans le temps, vous voyez que sur la dernière ligne, on commence avec 20 000 €, on n'est plus négatif. Certes, on termine un peu plus bas, on termine à 3 900 € au lieu de 4 000 €, mais si on prend le graphe, vous voyez, on commence à 20 000, on descend, mais on reste bien positif. On termine sur 3 900 €. On n'a plus un trou de 13 000 € à financer. Et donc, c'est ça le message que je souhaite vous donner avant de partir dans toutes des solutions de fonds propres, de crowdfunding, d'emprunt. Tentez de viser les solutions simples. Et quelles sont les solutions simples? C'est le financement des investissements. Chaque start-up quasiment chaque start-up a des investissements à faire. Tentez de financer ça dans le temps ou tentez de demander à votre fournisseur de payer sur plusieurs mois. Et si vous avez des clients qui vous payent à terme,
tenter de rendre ces paiements plus rapides avec des avances sur paiement selon des réductions que vous offrez ou quoi que ce soit. Simplement, ces deux solutions-là vous ont permis de réduire le trou de 13 000 €. Il n'existe plus du tout ici. Il n'y a plus de trou. On reste bien positif. On est sauf. On termine certes de nouveau 100 € de moins parce qu'on doit payer 100 € à notre fournisseur pour pouvoir éparpiller nos factures d'investissement, mais on reste bien positif. Alors, construire et utiliser un simple plan de trésorerie. Pour cela, je vais faire référence vers ce produit ici, ce spreadsheet ici, Arcima Hub Brussels Cashflow Simulation FR, et je vais faire ça dans une autre présentation. Merci et bonne continuation avec votre projet.